On repart les amis. Alors juste un mot puisque t'en parlais François, le gouvernement se donne les moyens de procéder à des délestages. Donc ça ce sera, on est en train de préparer l'hiver prochain. On sait déjà qu'on n'y sera pas en termes de capacité énergétique, de production d'électricité, voilà, on va dire ça comme ça. Et donc le gouvernement se donne les moyens de procéder à des délestages, consultation des 5000 entreprises qui font environ la moitié de la consommation française de gaz. Certaines d'entre elles, on cite beaucoup le cas des verriers notamment, on ne peut pas arrêter en aucune circonstance un four qui fait du verre, il faut le casser si jamais il s'arrête. Et donc eux par exemple seront préservés. Donc là effectivement ils prennent le temps et ils vont essayer de faire les choses correctement. François, comme cette idée d'embargo, donc tu avais réfléchi dessus au début de la guerre, etc. Donc là, les ministres des Affaires étrangères des 27 se sont retrouvés hier à Luxembourg. Il est toujours pas question de mettre un embargo, alors peut-être sur le pétrole, mais en tout cas pas sur le gaz russe, malgré donc la pression, je le disais, des Baltes et des Polonais. Et visiblement d'ailleurs, je lisais ça, le débat commence à être assez vif en Allemagne. Donc on dit on s'en passera, les Allemands disent on s'en passera en 2030 du gaz russe. Voilà. Oui, le débat est très vif en Allemagne, entre ceux qui défendent un embargo immédiat et total et ceux qui vont être d'ailleurs considérés comme frileux et voire comme immoraux. Donc en Allemagne, en France, le débat n'existe pas beaucoup. Non. Mais mon point de vue, c'est que l'idée d'un embargo européen immédiat total, c'est une ineptie. C'est une ineptie et ça ne verra pas le jour. Alors pourquoi c'est une ineptie ? La nouvelle, c'est qu'une ineptie ne verra pas le jour. Pourquoi c'est une ineptie ? C'est une ineptie parce que, c'est, d'un point de vue politique, c'est introduire la désunion de l'Europe, parce que les intérêts sont très divergents et l'exposition à un arrêt immédiat de gaz russe, eh bien, elle est très différente entre l'Allemagne et l'Italie, qui sont très très exposés, et d'autres pays qui ne le sont pas du tout, comme le Portugal, ou assez peu comme la France. Donc c'est le gage d'une désunion. Ce mot d'ordre-là est le gage d'une désunion européenne. Et l'Europe doit être unie le plus longtemps possible, notamment sur le dossier ukrainien. Donc ça, c'est politiquement. Et enfin, du point de vue de la théorie des jeux, c'est une ineptie, je veux dire. Vous commencez par quelque chose de graduel. Vous ne faites pas du one-shot en disant, voilà, on a décidé d'arrêter les importations, et ce, de façon immédiate, de gaz russe. D'accord ? Donc vous dites par exemple, eh bien, on va arrêter un tiers des exportations si vous êtes sur les quantités, ou vous dites, et ce qui est défendu par les économistes, on va mettre en place une taxe sur le gaz russe pour les importations de gaz russe, et comme ça, il n'y a que le gaz russe qui paye cette taxe, et les autres fournisseurs ne payent pas la taxe. Et donc, vous allez déduire le volume venant de la Russie. Je ne comprends pas cette histoire de taxe, François, c'est bien que tu en parles, je ne comprends pas. Bon, je vais expliquer. Mais non, attends, j'ai une question. Non, parce que si tu mets une taxe, mais tu vas la payer, la taxe, puisque ce gaz russe est indispensable. Mais bien sûr, tu vas payer la taxe. Les consommateurs de gaz vont payer la taxe, et en plus, ils ne vont pas en bénéficier, puisque l'idée, c'est que le produit de la taxe soit affecté aux Ukrainiens et aux réfugiés de l'Ukraine. Donc c'est un mécanisme par le prix. Mais restons sur l'embargo. Donc au lieu, il y a des solutions, il y a des instruments possibles pour diminuer les importations de gaz russe. Et il faut enclencher une diminution des importations de gaz russe. Il faut l'enclencher. Mais il ne faut pas, en un coup, comme ça, brûler toutes ces cartouches. Donc en le rendant plus cher avec une taxe, en le rendant plus cher, on va petit à petit réduire les importations de gaz russe. Si c'est une taxe. Mais par exemple, on peut tout à fait imaginer que il y a un tiers du gaz russe qui transite par l'Ukraine. On peut tout à fait imaginer que ce tiers-là, d'autant qu'il est en danger, parce qu'il y a un pipeline, il peut y avoir une bombe, etc., on peut très bien imaginer qu'on va réduire d'un tiers la consommation avec ce canal, où on ferme Nord Stream 1. Voilà. Donc on peut tout à fait imaginer un premier pas, ce qui ne veut pas dire qu'on n'irait pas vers l'embargo total, parce que la riposte peut tout à fait être Poutine, et la riposte on fait un tiers, voilà, on veut réduire les importations d'un tiers,
Et la riposte, ça peut être, OK, on arrête de vous fournir. Mais vous laissez à ce moment-là la décision de l'arrêt à l'autre partie, à la partie adverse, et c'est pas vous qui prenez la décision d'un embargo total immédiat. Donc, ce one shot. Vas-y, Non, je Bruno. suis pas du tout d'accord. Ouais. Alors À la fois vas-y. pour des questions de moralité et pour des questions de flou. C'est-à-dire, si on dit, on va pas le faire d'un coup, on va le faire un tiers la semaine prochaine et un tiers dans 15 jours et un tiers dans un mois, là, je suis d'accord. Ah, mais pour moi, le big picture, c'est que Poutine, il va pas s'arrêter à l'Ukraine. Le big picture. Et donc, pour le moment, on se voile la face, on veut pas. On veut pas y aller, on veut pas y aller fort. Mais lui, il va grignoter. Il profite de notre faiblesse. Non, mais justement, le sujet de la division européenne, t'en fais quoi? Parce que c'est le premier argument que mettait en avant François. Les Italiens sont, on parle sans arrêt des Allemands, mais les Italiens ont absolument besoin du gaz russe. L'Europe pourra être tendue sur des plans économiques, mais peut largement s'y retrouver et avoir une unité européenne sur le plan des valeurs et le plan des populations. Parce que même en Allemagne et en Italie, il commence à y avoir un bon paquet de gens qui disent on ne peut pas laisser faire ça. C'est-à-dire dans 10 ans, quand on se retournera et qu'on dira nous, ben non, mais nous, pour préserver l'Union européenne ou pour préserver notre pouvoir d'achat, on a laissé mourir les Ukrainiens. Et on ne sera pas fiers de nous. Hein. Non, mais je comprends que l'émotion... je pense qu'on peut faire un truc plus fort pour souder l'Europe autour des valeurs. Et que ça soudera plus que de dire c'est l'économie. Enfin, moi, je trouve ça... François ? Mais moi, ce qui m'étonne, c'est de vouloir faire les choses en un seul coup. C'est-à-dire que je comprends par l'émotion, d'accord ? Vu ce qui se passe en Ukraine, vu les massacres, je comprends et j'ai cette émotion. Il faudrait faire quelque chose d'incroyablement fort. Et il faudrait stopper du jour au lendemain. Du point de vue de l'émotion, ça tient, d'accord ? Mais il faut être... du point de vue de l'émotion, c'est du tout ou rien. Donc, soit on fait rien, soit on fait un embargo total et immédiat. Et donc, ce que je soutiens, c'est qu'il faut faire quelque chose sur le gaz russe. Il ne faut pas rester dans le statu quo actuel, qui est absolument détestable parce qu'il y a de l'argent qui continue d'arriver en Russie. Mais l'idée que ça soit du tout ou rien, c'est que soit le statu quo, soit on arrête du jour au lendemain la totalité des importations de gaz russe. Il n'y a pas de raison. Il y a pas de raison que ça soit noir et blanc. Il faut s'engager. Si, la raison, c'est la guerre. C'est la vie, la mort. C'est noir et blanc. Tu vois bien la gradation pour l'instant. C'est que la décision a été prise sur le charbon. La décision va être prise sur le pétrole. Et sur le pétrole, je veux dire, les recettes russes du pétrole exporté sont incomparablement supérieures aux recettes sur le gaz exporté par Gazprom. Donc, on se met au charbon, on se met au pétrole. Pas pour l'Union européenne, hein. Si, pour l'Union européenne, absolument. Les recettes, les importations de pétrole russe pour l'Union européenne sont supérieures aux importations de gaz en valeur. Aujourd'hui, il n'y a pas photo. Et donc, du coup, on s'attaque. Le marché pétrolier, le marché du charbon, c'est un marché mondial. Et donc, on peut trouver d'autres sources d'approvisionnement. Et donc, on commence par là. Moi, je comprends pas cette vision noir et blanc. Okay. Voilà. Moi, c'est les petits pas qui me font peur. Non, mais vos points sont... des grands pas. Je veux bien qu'on le fasse en 2 ou 3 grands pas. Voilà. Mais il faut faire des grands pas. Il faut faire des grands trucs pas. qui marquent. Oui, on est d'accord. Moi, honnêtement, je ne suis pas un spécialiste du tout de la filière d'approvisionnement, mais je suis absolument stupéfait par la façon dont nous sommes complètement dépourvus, quoi. Enfin, c'est quand même incroyable qu'on n'ait pas pu anticiper qu'un tel niveau de dépendance puisse un jour nous poser un problème. Enfin, ce décret là sur le délestage, il est simple. Enfin, le possible délestage du gaz. Non, mais ça va. C'est pas à nous que ça pose un problème, c'est aux Allemands que ça pose un problème. Hein. Oui, nous, on pourrait s'en passer. Hein. Oui, enfin, le fait qu'on demande aux entreprises maintenant qu'on fasse une liste, qu'on demande aux préfets de faire une liste d'entreprises qui vont avoir plus ou moins une priorité pour avoir du gaz, c'est oui, mais parce qu'on a la tempête parfaite des réacteurs nucléaires d'EDF en même temps, si tu veux. Donc là, c'est bien de le il y a prévoir, une conjonction, si tu veux, qui fait que, mais c'est gérable. C'est gérable, mais encore une fois, ça donne un sentiment. Enfin, ça va quand même pas rassurer sur le climat des affaires, on va dire, pour être. Enfin, le terme est assez incroyable, enfin, je trouve. Et de voir encore une fois présenter son ticket quand on est une entreprise de gaz, même si c'est prévisible, ça fait très. Enfin, moi, je trouve que c'est extrêmement bizarre. Et je suis. Ah oui, ça te choque très inquiet de dire non, bon, ça, voilà. ça m'inquiète sur l'état sur la situation économique dans l'hiver prochain des entreprises. Bah, moi, ça me rassure plutôt. Que ouais, moi aussi. Ça montre qu'il y a des plans. Il y a des plans. On peut pas exclure que Poutine coupe l'approvisionnement en gaz. Je sais pas si beaucoup de personnes, c'est plutôt ça mon point de vue. Je sais pas si beaucoup de gens réalisent ce qui
qui est en train de se passer vraiment concrètement. Non, je pense qu'il y a assez peu de gens qui réalisent. C'est en ça qu'on en soit. Et encore une fois, tu sais, Cyril, en même temps, l'effacement, c'est quelque chose que les entreprises maîtrisent. Là, c'est le gaz. Oui, non, mais sur l'électricité, l'effacement, c'est quelque chose que les entreprises maîtrisent aujourd'hui bien, notamment les gros électro-intensifs. La méthode est très bonne et tout à fait justifiée, mais je ne suis pas sûr qu'on ait encore bien conscience, encore une fois, collectivement. Donc c'est pour ça que c'est pas simple de répondre à ces problématiques-là, à ces questions, de l'ampleur du choc que ça va représenter. L'alternative, pour moi, c'est pas on fait rien, on fait des efforts, etc. L'alternative, c'est de toute façon, on sera dans la guerre parce que Poutine va rentrer en guerre en Europe. De toute façon, c'est ça l'alternative. Et donc de dire on fait des petits efforts ou on fait des gros efforts, etc., c'est avec ça qu'il faut le comparer. C'est pas avec le fait que ça va créer des tensions entre l'Allemagne et l'Italie. Je comprends ça, je vois bien. Mais moi, j'ai pris des paris avec des copains et des paris importants. Je sais pas si ça va être les Pays-Baltes ou si ça va être... Mais il va pas s'arrêter à l'Ukraine. Et ce jour-là, il y aura toute l'Europe qui sera dedans. Donc l'alternative... Alors soit on veut pas voir ça, on dit non, il va s'arrêter avant. Non, on n'est pas obligé d'être d'accord. C'est pas une question de ne pas voir, on n'est pas obligé d'être d'accord. Oui, on n'est pas obligé d'être d'accord. Mais l'alternative, c'est ça pour moi. Et donc, c'est avec ça qu'il faut comparer ce qu'on fait aujourd'hui. C'est clair. Oui, mais même dans ce cas-là, l'idée de tout ou rien, et donc là du tout, ne me semble pas raisonnable. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut faire, peut-être que c'est à l'horizon, peut-être en 3 mois, il faut en 3 mois décider de diminuer d'un tiers. Je dis des chiffres au hasard. Et puis, il y a une autre solution quand même, c'est que certains pays décident unilatéralement, et la Lituanie l'a fait, d'arrêter d'importer du gaz russe. Donc, mais l'idée d'avoir une décision de l'Union européenne immédiate, je pense que c'est vraiment dangereux comme idée et qu'il faut le faire progressivement. Mais en revanche, il ne faut pas du tout se contenter du statu quo. Parce que là, on sait, le statu quo, c'est-à-dire ne rien faire sur les importations de gaz russe, ça veut dire qu'on n'a aucune idée de la façon dont réagirait la Russie. Parce que vous ne faites rien. Donc vous n'avez pas de signal venant de la partie adverse, vous permettant de mesurer jusqu'où il est prêt à aller. On ne sait pas. Est-ce qu'il est prêt à faire ? Ça s'est fait un tout petit peu sur l'histoire du rouble, où il a quand même reculé, Poutine. Où il a dit le 1er avril, vous payez en rouble. Non, on ne payera pas en rouble, donc vous ne payez pas en rouble. Et donc une décision qui consisterait à dire on diminue par moitié, on diminue d'un tiers à tel horizon, et tout derrière est prévu pour le faire. C'est-à-dire que c'est une décision crédible. On verra au moins ce qui va se passer. Moi, plus, il y a une autre solution, et je termine quand même. Ouais, vas-y, il y a une solution qui est vraiment très très bonne et qui est d'ailleurs proposée par les Ukrainiens, qui est le compte séquestre. Oui. C'est-à-dire, c'est quoi ? C'est on envoie l'argent, on paye bien Gazprom, mais Gazprom ne peut pas avoir cet argent-là avant des conditions à spécifier, cessez-le-feu généralisé, etc. Voilà. Et donc, voilà, faire cette proposition-là. Et peut-être, alors évidemment, on est en risque. Peut-être que la riposte sera un arrêt total des exportations russes décidées. Mais au moins, c'est eux qui décideraient. Non, mais juste un point, parce que c'était une interview du patron du gaz de France ukrainien, du gaz d'Ukraine, effectivement. Naftogaz, que je disais avec beaucoup d'intérêt. Et surtout, toi tu sais ça, mais moi j'ai appris ça, c'est-à-dire que si jamais on dit stop, Poutine en fait, c'est comme le gaz, c'est comme le pétrole, tu ne peux pas remettre le bouchon. Le gaz qui sort, il faut qu'il sorte. Donc la seule façon, à la limite, c'est de le brûler. Mais ce qui serait quand même pour Poutine, je pense, dommage. Mais c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il a quand même, lui, un champ de contrainte aussi, Poutine, assez fort sur son seul gaz, quoi. Il faut qu'il l'envoie quelque part. Voilà, il sort et il faut qu'il l'envoie quelque part. Voilà, et peut-être pour conclure, parce que je parle trop, mais il y a plein d'instruments différents. Il faut réfléchir aux différents instruments, y compris éventuellement le scénario embargo total. Mais il y a plein d'instruments différents, donc il faut bien réfléchir lesquels seraient les mieux à utiliser. Il y a l'instrument aussi du cartel d'achat. Du cartel d'acheteurs. Voilà. Donc, oui, non, mais on a compris vos points de vue. Non, moi je voulais juste dire un mot parce que j'y tiens. Cyril, peut-être que ça te dira quelque chose. Moi, c'est juste un petit mot pour Gérard Mestralet. Je ne sais pas si Gérard Mestralet, qui au moment de la fusion GDF-Suez, ça ne nous rajeunit pas, 2006, me décrivait la chance incroyable qu'on avait de créer cet empire qui serait un empire du gaz naturel liquéfié. Et Gérard Mestralet, et d'ailleurs Suez puis Engie a investi dans des méthaniers, il avait cette vision de l'indépendance énergétique, c'est ce qu'il décrivait, bon Dieu. Il disait, il vient de partout, vous n'êtes plus liés par aucun réseau. Enfin, et on a fait d'autres choix, voilà. L'Allemagne en particulier. Ouais, mais nous aussi. Hein.
Nous aussi. Soit du nucléaire, Voilà. sécurité énergétique, c'est autre chose. On n'a fait aucun choix, Pas François. passer. Depuis 15 ans, on n'a fait aucun choix. Voilà. Bon, il s'en remet pas, Mais Bruno. non, parce que moi, je vois bien la gradualité, je vois bien tout ça. Et j'entends les Ukrainiens qui disent bon, nos stocks d'armes maintenant, il arrive à zéro. Les Allemands qui disent nous, on n'a plus d'armes à leur envoyer. Il faut leur Ah, si fournir ça y est, des là, armes. ils ont. Alors, on coupe pas le truc, Ouais. mais on leur en renvoie. Enfin, Les Polonais viennent de leur envoyer des chars d'assaut. Ouais. Voilà. Enfin. Quelques-uns. Je veux dire, le temps, Ça, il faut le nous, faire. on n'a pas le même horizon de temps que les Ouais, mais Ukrainiens. on les a pas plus qu'eux, hein, les armes. Parce que l'une des grandes révélations de toute cette histoire, Oui, c'est je le suis d'accord rapport avec ça. du député, dont j'ai Ouais. oublié son nom, Ouais, ouais. sur l'état de Semaine, notre ouais. propre armée. C'est- Bon, allez. hein, bon. Je sais pas, tu as des papiers devant toi, Cyril, donc je Non, voudrais moi, pas, je voulais vous amuser, juste attirer votre attention sur le JO de vendredi dernier, Journal officiel. Journal officiel. Et oui, il faut le Moi, dire, je le l'ai journal pas lu officiel. celui-là. Bah, je vous le recommande parce que il est vraiment impressionnant. Alors il est à 2 jours des élections du premier tour, parce qu'en fait c'est transformation radicale de la politique énergétique française. Je vais vous en dire 5 arrêtés. Donc arrêté du Premier ministre relatif à l'approbation du cahier des charges de l'appel à projet réacteurs nucléaires innovants. Un deuxième arrêté relatif à l'approbation de cahier de charges de l'appel à projet produire en France des aéronefs bas carbone. Troisième arrêté pour le développement de la filière industrielle de l'éolien flottant et pour le développement des infrastructures portuaires métropolitaines permettant de répondre aux besoins de l'industrie de l'éolien flottant. Et ça continue. C'est donc Ouais. là qu'il y a ce fameux arrêté sur le délestage du gaz. Ouais. Et puis je ne peux pas résister, il y en a un, le numéro 11 bien sûr, parce que c'est la France, autorisant au titre de l'année 2022 l'ouverture de l'examen professionnel pour le recrutement de techniciens supérieurs du développement durable, pour contrôler évidemment que toutes ces mesures sont bien prises et que tous ces cahiers des charges sont bien respectés. Non, mais c'est derrière le traitement, ça veut dire que dans l'urgence, il y a un basculement, on le savait, mais là c'était quand même assez anecdotique. Mais vendredi, on a complètement remis sur la route des projets. Alors c'était connu encore une fois, mais enfin, c'est quand même drôle de voir tout ça en même temps dans une même note administrative. Je voulais qu'on parle de l'espace quand même, parce que donc c'est ce qui réunit vos deux passions, les entreprises hyper puissantes et l'espace dans lequel tu investis, Bruno. Donc vous avez tous évidemment suivi ça, on en a beaucoup parlé. La société Axiom Space, hein, c'est son nom. Donc ah oui, non, il y a deux choses. Ah oui, non, il y a deux choses. Oui, j'avais oublié moi-même. L'histoire du premier vol. Donc la société Axiom Space a procédé la semaine dernière au premier vol 100% privé vers la Station spatiale internationale. La NASA autorise donc pour l'instant 2 vols touristiques par an, 14 jours maximum sur place, prix public 55 millions d'euros par tête. Et d'ores et déjà, la NASA a lancé 3 appels à projets pour 3 stations privées qui seront programmées donc pour succéder à l'ISS, sachant que l'ISS, comme forcément avec les Russes, ça va être plus compliqué. De toute façon, l'ISS paraît voué à disparaître assez vite. Je ne sais pas quoi penser de ça, Bruno. Les touristes, si tu veux, là j'en suis ravi, hein, il se trouve que je passe devant la Tour Eiffel pour venir travailler. Ça y est, là le surtourisme est reparti, j'en suis absolument ravi, il fait beau, les gens sont là. Est-ce que franchement, l'espace, Pour moi, c'est pas ça le sujet. Enfin, c'est un petit bout du sujet. Pour moi, il y a 3 faits majeurs. Bah oui, mais qui sont en train de se moi, passer. c'est le petit Non, bout non, qui non. m'intéresse. Non, parce qu'il y a 3 faits majeurs. Il y en a un, c'est le coût du kilo envoyé en orbite est passé de $25,000 le kilo à $250 le kilo envoyé en orbite. En combien de temps? En 20 quelques années, en 20 ans. En 20 ans. Et le 250, c'est quand on arrive avec Elon Musk, là. Oui, c'est avec la fusée ça. Elon Musk. Voilà. Donc ça c'est fait. Ça veut dire que c'est accessible. Ça veut dire qu'il y aura plein de gens qui vont y aller. Ça veut dire que les places se prennent maintenant. Donc il y a une espèce d'engouement et de boom là-dessus. Donc ça, c'est le premier fait. Il y a un deuxième fait, les stations spatiales. Tu en parles de 3 là. Ouais. Il y en a 7 qui sont prévues d'être lancées avant la fin de la décennie. Mais on peut le faire de manière totalement privée? Oui. Enfin, Tu peux. Non. Attends. C'est comme les constellations de satellites. Il y en a qui sont faites par l'Inde, il y en a qui sont faites par... Il y en a une qui est en train... Mais il y a toujours des gouvernements à l'origine quand même, ou des agences Oui, gouvernementales. là, celle que je connais, oui. D'accord. Il y a la Chine, il y a... D'accord. Mais je ne sais pas si on a le droit ou pas, de façon purement privée, il faut avoir un truc. Mais là, il y a l'Europe spatiale qui vient de lancer un appel d'offres et il y a un consortium qui a été créé, en particulier par les 2 boîtes dans lesquelles j'investis, qui participent. Donc il y en aura au moins 7 à la fin de la décennie. Et en fait, le sujet, c'est la décennie où ça se prend. Et puis après, le troisième fait majeur, c'est la course entre la Chine et les États-Unis pour accéder aux quelques puits de neige sur la Lune. On a repéré de la neige au fond de certains cratères au pôle Sud.
Parce que, vu la situation, le truc de la Lune, en fait, il y a des cratères qui sont jamais éclairés par le Soleil. Ouais. Donc la neige... The Dark Side of the Moon, Voilà. comme on disait dans les années 70. Et du coup, avec ces taux-là, on est capable de faire de l'oxygène, de l'hydrogène. Donc on est capable de faire des propellants pour envoyer des fusées sur Mars. Et puis on est capable de faire de l'oxygène. Voilà. Et donc, il y a une course américaine et russe pour accéder le premier à ces puits. Et donc, on est reparti. Et là... l'industrie du spatial privé est en train de décoller. Tu as 50 startups en Europe qui sont sur le spatial, soit pour lancer, pour faire des lanceurs, soit plutôt pour envoyer des biomes ou des biopodes pour faire de la nourriture dans l'espace, etc. Je veux dire, c'est maintenant que ça se passe, hein. C'est maintenant que ça se passe. Les places se prennent. Alors pour faire quoi? Le tourisme, Ah, mais ça va être un à des quoi trucs. ça sert, quoi? Attends, Je n'y arrive pas. Il y a plein de gens qui explorent ça. Moi, j'ai un exemple très concret, c'est que produire des cellules souches et les faire croître, c'est beaucoup moins cher et c'est beaucoup plus rapide en microgravité. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et ce qu'il faut chercher, c'est effectivement les trucs qui sont à forte valeur ajoutée et qui ne sont pas des masses en nombre, parce qu'on ne va pas y arriver. Mais les trucs à faible valeur ajoutée, il y a des gens qui explorent. Il y a le luxe qui explore. Bon, et les touristes, alors? Reprenons la petite... Le touriste, ça fait partie de ça pour moi, mais c'est Et ça va financer tout le reste, quoi. Ça va financer les choses intéressantes. Non, le reste est en train de se financer. Le reste est en train de se financer, ça se fait. Hein. Cyril, tu as un avis là-dessus? Moi, Je je n'arrive suis pas à avoir d'accord. d'avis. Moi. Moi, je trouve que c'est la face émergée de l'iceberg, c'est-à-dire qu'en fait, on se dit petit à petit que le privé a toute sa place là-dedans. Ce matin, il y a Charles Becbédé et François Chopard, deux entrepreneurs qui ont annoncé Starbust. Voilà, le lancement. Alors, ils ont annoncé la création d'un fonds commun, un fonds expansion, qui va lever justement pour aider toutes ces fameuses startups. Ah, mais il vient souvent nous voir, François Chopard. Moi, j'adore. Il y a effectivement ça. François Chopard, il dit qu'il y a 10 000 personnes qui travailleront dans l'espace de manière permanente à la fin de la décennie. Et donc, je pense qu'effectivement, envoyer des multimilliardaires dans l'espace, ça permet de nourrir petit à petit cette idée que le privé il a toute sa place. Alors évidemment, pas nous pour l'instant, mais bientôt. Si le kilo coûte moins cher, alors, il faut accessoirement, Bruno, on cherche des poux dans la tête au Premier ministre parce qu'il a pris un avion pour faire l'aller-retour chez lui là pour voter. Mais personne ne parle du bilan carbone des fusées. C'est personne. Dramatique. Ça n'existe pas. Le sujet n'est nulle part. Bien sûr, bien sûr. Oui, mais si on s'intéressait au bilan carbone, que je trouve un sujet majeur, de façon un peu rationnelle, on se rendrait compte que l'aviation, ça compte, mais c'est pas ça qui est dans les 5 premiers. Hein. Non, mais on sait. Le textile que les uns et les autres portons, l'industrie du textile, ça compte beaucoup. Le streaming, ça compte beaucoup. Oui, mais là, tu réponds not in my card. J'ai envie de lancer des fusées, donc laissez-moi tranquille avec les fusées. Non, je dis pas du tout ça. Je dis, il faut pas se tromper non plus des débat, il faut tout regarder. Mais... François, tu as un avis là-dessus? Si les économistes savaient anticiper dans le long terme et faire de la science-fiction, ça se saurait. Donc, moi, je suis économiste, donc je suis absolument incompétent pour faire de la science-fiction et de la prospective. Oui, mais tu as le droit d'avoir un avis de citoyen sur le fait de savoir si c'est légitime d'envoyer les touristes dans l'espace. Je reprendrai Bruno Latour. Ce que dit Bruno Latour, c'est que voilà, dans l'Anthropocène, ce que partagent tous les habitants de la planète, c'est cette très fine couche autour de la Terre, de l'atmosphère, et que au lieu de prendre conscience que ce monde-là est fini, et que c'est ce bien commun que nous partageons tous et auquel il faut porter attention, pas envoyer trop de carbone, etc. Eh bien, c'est ça l'enjeu, et il y a des uluberlus qui se disent voilà, de toute façon la planète est foutue, donc on va prendre les vaisseaux spatiaux, et puis au moins nous, puisque Musk est quand même relativement jeune, par exemple, eh bien nous, on arrivera si la Terre n'est plus habitable à trouver un autre endroit. Je retrace, je résume le propos de Bruno Latour, et donc voilà, il y a l'expansion, comment certains ont l'idée futuriste, qui se réalisera peut-être, qui ont l'idée futuriste d'étendre la planète, en fait, d'étendre les territoires pour les hommes et pour l'humanité, sachant qu'on ne peut pas exclure que la planète ne soit plus habitable. Et donc, voilà, comme dans les films de science-fiction, il y a une partie des hommes qui vont conquérir d'autres territoires et l'humanité. Voilà. Les nouveaux explorateurs. Oui, non, mais un côté Christophe Colomb, quoi. Oui, mais excuse-moi, je me permettais, parce que je trouve que ça dénature la réalité. Ils ne sont pas à dire, ces gens-là, je les défends pas humainement ou particulièrement, mais ils ne sont pas à dire la planète est foutue, donc on va s'occuper d'ailleurs.
ils disent, bon, il y en a déjà plein qui s'occupent d'essayer d'améliorer la planète. Moi, je ne suis pas pour le ou, je suis pour le et. Ouais. Donc, il y en a plein qui s'occupent de ça, faisons-le. Mais comme on n'est pas complètement sûr d'y arriver comme il faut, explorons aussi d'autres choses en parallèle. Ce qui est très différent comme langage. Hein. Ouais. Et au passage, ce qu'on explore, une des boîtes dans laquelle j'ai investi, c'est Interstellar Lab. Ils font des biomes, des biopodes, enfin voilà, des espèces de serres dans lesquelles on fait pousser de façon plus efficace tout un tas de plantes et tout, qui servira à faire de l'alimentation là-bas, qui aujourd'hui sert, ça existe, il y en a 70 qui ont été commandés, et qui sert aujourd'hui à faire pousser des plantes genre de la vanille, en maîtrisant complètement et de façon plus efficace et sans les coûts de transport. Enfin bref, voilà, tu peux pousser ça de la vanille. Oui, mais là, c'est mon deuxième propos, du coup. Enfin, Et donc moi, ça je va suis améliorer fasciné. sur Terre. Oui, Ça non, va je suis améliorer la fasciné Terre. par la science et la techno. Ça me fait c'est penser, assez super. tu sais, pardon, mais ça me fait furieusement penser aux gars qui font de la Formule 1, tu sais, et qui disent que ça améliore les freins de ma Peugeot. Je sais pas. Ils ont surtout envie de s'amuser à faire de la Formule 1. Ça, quoi, c'est tu sûr. vois. Ouais, Ça, voilà. c'est sûr. Mais néanmoins, quand tu mets de l'essence dans ta pompe, l'essence, elle est avec des bulles. Pourquoi ? C'est parce que c'est en Formule 1. Ils ont trouvé que ça Tu rentrait sais, plus Bruno, vite. c'est terrible ce sujet parce que, alors, évidemment, passion pour les entrepreneurs. Et donc, quand tu dis. Mais à quoi ça sert ce truc, cette course spatiale ? Le gars te répond, ah oui, tu es le roi d'Espagne qui dit, mais pourquoi est-ce que vous voulez aller voir de l'autre côté de l'Atlantique s'il y a de la Terre ? Et donc je suis pris entre les deux. C'est assez terrible. Forcément. Voilà, c'est assez Non, terrible. mais il y a un côté conquête, Far West, hein, Voilà, avec les bons côtés et les mauvais côtés. Bon, Bah, et à côté, alors quand même, disons un mot, il nous reste quelques minutes, côté entreprise hyper puissante, parce que, si j'ai bien compris, donc le contrat géant signé entre Amazon et Ariane, c'est parce que Jeff Bezos ne peut pas imaginer une seconde que, alors combien de satellites ? 3236 satellites Amazon, que l'un de ces 3236 sera lancé par une fusée d'Elon Musk. Il y a une bataille d'ego, mais qui dépasse tout quand même, parce que c'est des milliards. ouais, enfin, Tant mieux, tant mieux. quand on est à la tête d'une entreprise qui vaut plus de 1000 milliards, on peut avoir un certain ego et être prêt à dépenser beaucoup d'argent. Mais la rivalité effectivement, elle est de la part de ces entrepreneurs sur le long terme et sur des projets de long terme, aussi en biotechno, hein, aussi comment rallonger la durée de la vie, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont des privés qui ont cette force Mais oui, ça, financière de frappe, et plus les Mais oui. États. Parce qu'en fait, il y a quand même une gouvernance très particulière de ces entreprises. C'est-à-dire que même alors j'ai plus en tête les différences entre Musk, Zuckerberg, etc., mais ils sont très minoritaires en part en général, mais enfin très minoritaires en part, mais ils sont majoritaires dans le contrôle. Donc, je veux dire, si ces types, ils ont une idée, ben voilà, ils n'ont pas d'électeurs. Ils peuvent prendre des paris. Voilà, Ouais. ils Pour peuvent moi, prendre c'est des paris. essentiel. Oui, mais ils n'ont pas d'électeurs, d'accord ? Non, mais on a Qui compris. veulent des Ouais, choses tout à de fait. suite. Et puis la gouvernance, en fait, c'est des fondateurs propriétaires, et même s'ils ont 2% des parts, ils ont 40% du contrôle. Donc, Oui, mais tu vois, Bruno, en finale. ce sont des hommes libres. Oui, ce sont des hommes libres, D'investir François, où ils mais veulent. ce sont des hommes libres qui investissent massivement sur ce que tu décrivais comme le bien commun. Oui, Et c'est là où c'est intéressant. Et l'intérêt dans ce que tu disais, les luttes d'ego, c'est que c'est mieux qu'il y en ait plusieurs qui se battent plutôt qu'il y en ait un seul. Ça, c'est clair. Mais bon. oui, absolument. Moi, je trouve ça très très sain que des milliardaires aient des égos Ouais. et se battent. Bah, quelque part, tout le monde en profite derrière, hein, les startups, les ingénieurs, tout le monde, hein, à la fin des fins, parce qu'effectivement, ça répand le ruissellement, on va dire. Ça ruisselle sur l'industrie dans son ensemble. Donc, moi, je trouve ça très très bien. Et donc, c'est une forme de c'est Far West, et à la fin des fins, À la fin, ils auront. il y aura l'État qui viendra mettre des barbelés sur la prairie, Ah, bah, oui, c'est une sûr. fois que... Oui, ouais, oui, voilà, mais, c'est ça. Qui fera une ça, taxe c'est quand même un d'habitation bémol, sur, c'est-à-dire que je ne suis pas un spécialiste de la pollution par Spatiale, les satellites, ouais. etc. Mais donc je ne sais pas. Mais en tout cas, s'il y a, pour l'instant, comme c'est un bien commun, c'est pas, on peut balancer ce qu'on veut. Enfin, il y a des licences, etc. Mais Moi, c'est un truc qui me choque là. Voilà. Un truc qui me choque, c'est les Donc, c'est une trains de espèce de satellites poubelle. d'Elon Musk. C'est-à-dire, maintenant, dans la nuit noire, tu regardes et pouf, tu vois un train de satellites. Ça me choque, ça. Ah ben oui, mais alors, mais c'est ce qu'on vient de raconter pendant 10 minutes, Non, mais- que ça non. posait un problème. Non, mais non, je trouve ça bien qu'ils prennent Des des nouvelles paris, étoiles. mais il faut nouvelles mettre des étoiles, contraintes. nouvelles Faut mettre des étoiles, contraintes. nouvelles étoiles. Faut mettre Bon. des contraintes.
Tout ça a été passionnant, chers amis. Je vous en remercie. Merci Stéphane. Accessoirement, je voulais finir là-dessus parce que c'est pas un débat, hein, mais parce que j'ai chopé le chiffre ce matin. Tu as quand même 23 villes chinoises là, hein, qui sont en confinement total ou partiel. Pris le chiffre ce matin. 14% de la production qui est paralysée. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo là qui tourne sur les réseaux sociaux. C'est une barre d'immeubles à Shanghai. Les gens hurlent par la fenêtre. Ils n'en peuvent plus. La grand-mère de ma fille habite à Shanghai, les deux grands-parents, et en ce moment, leur problème, c'est qu'ils n'ont plus à bouffer. Mais c'est ça. Et donc, la mère de ma fille passe son temps à téléphoner aux copains, aux trucs, ils n'ont plus à bouffer. Truc de dingue. On se retrouve demain. Bonne soirée.